Je me souviens exactement du son que les clés ont fait en touchant le marbre. Ce petit tintement métallique, presque musical, comme une note finale jouée à la fin d'un morceau que personne ne voulait entendre. C'est drôle, tu sais, comment certains sons restent gravés dans ta mémoire pour toujours. Pas les grands bruits, pas les cris, pas les portes qui claquent. Non. Un simple tintement de clé sur un comptoir de cuisine, un mardi soir, à 22h37. Ce son-là, je l'entends encore chaque nuit avant de m'endormir. Et chaque matin, quand je me réveille, je me demande si j'aurais dû les poser plus tôt, ou si j'aurais dû ne jamais les poser du tout. Mais laisse-moi te raconter cette histoire depuis le début, parce que si je commence par la fin, tu ne comprendras jamais pourquoi ce tintement résonne encore dans ma tête comme un coup de tonnerre silencieux. Je m'appelle Karim. J'ai 43 ans aujourd'hui, mais au moment où cette histoire commence vraiment, j'en avais 39. Je suis né à Sarcelles, dans le Val d'Oise, dans un de ces immeubles où les murs sont si fins que tu entends ton voisin changer de chaîne. Mon père était maçon, un homme aux mains épaisses, aux ongles toujours cassés, qui partait avant l'aube et rentrait après le coucher du soleil. Ma mère faisait des ménages dans les maisons des autres, ces maisons avec des jardins et des cuisines plus grandes que notre appartement entier. J'ai grandi avec cette odeur particulière du ciment mouillé sur les vêtements de mon père et du produit nettoyant au citron sur les mains de ma mère. On n'était pas pauvres, non, pas au sens où l'on manquait de nourriture. Mais on était de ces familles qui comptent chaque centime 2 fois avant de le dépenser, qui achètent les fournitures scolaires en août parce que c'est moins cher, qui ne prennent jamais de vacances parce qu'il y a toujours une facture qui attend. Tu connais ce genre de famille. Peut-être que tu viens de ce genre de famille. Et si c'est le cas, tu sais exactement de quoi je parle quand je dis qu'on apprend très tôt la valeur d'un euro, et qu'on n'oublie jamais cette leçon, même quand les euros commencent à affluer par milliers. J'étais bon élève. Pas brillant, pas de ceux qu'on remarque tout de suite, mais solide, constant, tenace. Le genre d'élève qui ne lève pas souvent la main mais qui rend toujours sa copie à temps et qui ne fait jamais 2 fois la même erreur. Mon père disait toujours que l'intelligence sans discipline, c'est comme un moteur sans essence. Alors j'ai mis de l'essence. J'ai travaillé, encore et encore. Bac scientifique avec mention, puis une école d'ingénieur à Compiègne, pas polytechnique, pas centrale, non, une école solide mais modeste, à l'image de tout ce que j'étais. Et c'est là, dans cette école, que j'ai découvert ma passion pour la finance. Pas la finance des traders en costume qui hurlent dans des salles de marché, non. La finance structurelle, la finance d'entreprise, les montages complexes, les flux de trésorerie, les architectures fiscales. J'avais un don pour voir les chiffres non pas comme des abstractions, mais comme des rivières, des courants, des flux qui coulent et qui peuvent être redirigés, canalisés, amplifiés. Là où d'autres voyaient des tableaux Excel, moi je voyais des cathédrales. Après mon diplôme, j'ai enchaîné les postes. D'abord analyste dans un petit cabinet de conseil à la Défense, puis contrôleur de gestion dans une PME de logistique, puis directeur financier adjoint dans une entreprise de BTP. Chaque poste un peu plus haut, chaque salaire un peu plus gros, chaque responsabilité un peu plus lourde. À 32 ans, j'avais atteint un niveau de revenu que mes parents n'auraient jamais pu imaginer. Pas un salaire de millionnaire, non, mais un salaire confortable, de ceux qui permettent de louer un bel appartement à Boulogne-Billancourt, de s'acheter une voiture neuve tous les 5 ans, de manger au restaurant le week-end sans regarder les prix sur la carte. J'étais fier, je ne vais pas te mentir. Fier du chemin parcouru, fier de ce que j'avais construit avec mes mains et mon cerveau, fier d'être la preuve vivante que l'ascenseur social, même en panne la plupart du temps, peut encore fonctionner si tu es prêt à monter les escaliers à pied. C'est à cette époque que j'ai rencontré Nadia. Et c'est là, je pense, que l'histoire commence vraiment, même si je ne le savais pas encore. Nadia. Comment te décrire Nadia sans tomber dans le cliché de l'homme ébloui par une femme belle et riche? Parce que oui, elle était belle. Pas belle au sens conventionnel du terme, pas belle comme ces mannequins retouchés sur les couvertures de magazines. Belle d'une beauté qui te frappe par surprise, qui te coupe le souffle au milieu d'une phrase banale. Elle avait des yeux d'un brun profond, presque noirs, comme du café turc dans une tasse en porcelaine blanche. Des cheveux longs, toujours parfaitement coiffés, qui tombaient sur ses épaules comme une cascade de soie sombre. Et surtout, elle avait cette assurance, cette façon de marcher, de parler, d'occuper l'espace, qui te faisait comprendre immédiatement qu'elle n'avait jamais eu à se battre pour être vue. Elle était le genre de personne qui entre dans une pièce et qui, sans lever la voix, sans faire le moindre effort, devient le centre de gravité autour duquel tout le monde orbite.
Je l'ai rencontré lors d'un dîner organisé par un associé du cabinet d'avocats qui gérait les affaires de l'entreprise pour laquelle je travaillais. C'était dans un restaurant de la rue du Faubourg Saint-Honoré, le genre d'endroit où la carte des vins est plus épaisse qu'un roman de Tolstoï et où les serveurs te regardent de haut si tu ne connais pas la différence entre un Margaux 2005 et un Margaux 2010. J'étais mal à l'aise, je me souviens. Mon costume était correct mais pas à la hauteur de ceux que portaient les autres convives. Mes chaussures étaient propres mais pas de la bonne marque. Et au milieu de tout ce luxe discret, il y avait Nadia, assise en face de moi, qui me regardait avec un sourire amusé, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. On a parlé ce soir-là. Longtemps. D'abord de banalités, le temps, la nourriture, les nouvelles. Puis de choses plus profondes. Elle m'a parlé de son père, Gérard Delacroix, un homme d'affaires qui avait bâti un empire dans l'immobilier commercial en Île-de-France. 23 centres commerciaux, 14 immeubles de bureaux, des participations dans des dizaines de sociétés. Un patrimoine estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Nadia était sa fille unique, son héritière, sa fierté. Elle avait grandi à Neuilly-sur-Seine, dans une maison avec 7 chambres, un jardin de 1000 mètres carrés et une piscine intérieure chauffée. Elle avait fait ses études dans les meilleures écoles privées de Paris, puis à HEC, puis un MBA à la London Business School. Elle parlait 4 langues couramment. Elle dirigeait une branche de l'empire familial, une société de gestion de patrimoine qui administrait les actifs de la famille et de quelques clients triés sur le volet. Tu te demandes probablement pourquoi une femme comme elle s'est intéressée à un homme comme moi. C'est la question que je me suis posée tous les jours pendant 7 ans. Et la réponse, je crois, est à la fois simple et terriblement complexe. Nadia, malgré toutes ses richesses, malgré tous ses diplômes, malgré toute son assurance de surface, avait un vide en elle. Un vide que l'argent ne pouvait pas combler. Son père, Gérard, était un homme dur, obsédé par le contrôle, par la performance, par l'image. Il n'avait jamais dit « je t'aime » à sa fille. Il n'avait jamais assisté à une seule de ses fêtes d'école. Pour lui, l'amour se mesurait en chiffres sur un relevé bancaire. Et Nadia, sans le savoir, cherchait quelqu'un qui la verrait au-delà de son nom de famille, au-delà de son compte en banque. Quelqu'un de simple, de vrai, de solide. Et ce soir-là, dans ce restaurant prétentieux, elle a cru trouver cette personne en moi. Et moi, ébloui, flatté, amoureux comme un adolescent, j'ai cru que j'avais trouvé en elle la preuve que la vie pouvait me réserver des cadeaux inattendus. On s'est mariés 18 mois plus tard. Une cérémonie somptueuse dans un château de la Loire, 200 invités, un orchestre de jazz, des fleurs importées de Hollande, un gâteau de mariage qui avait coûté plus cher que la voiture de mon père. Ma famille était là, mes parents, mes 2 frères, quelques cousins. Ils étaient contents pour moi, bien sûr, mais je voyais dans leurs yeux une sorte de perplexité, comme s'ils se demandaient si j'avais gagné au loto ou si j'avais fait un pacte avec le diable. Mon père, le jour du mariage, m'a pris à part et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, en arabe, parce que les choses importantes se disent toujours dans la langue maternelle, mon fils, quand un homme entre dans la maison d'un autre, il doit toujours savoir où se trouve la porte de sortie. Sur le moment, j'ai trouvé ça pessimiste. Aujourd'hui, je sais que c'était prophétique. Les premières années de notre mariage ont été ce que la plupart des gens considéreraient comme un rêve éveillé. On vivait dans un appartement de 240 mètres carrés avenue Foch, avec vue sur le bois de Boulogne. Le salon à lui seul était plus grand que l'appartement de mon enfance à Sarcelles. Il y avait des tableaux au mur, pas des reproductions, des originaux, un petit Soulages, un dessin de Giacometti, une lithographie de Miro. Il y avait une cave à vin climatisée, un dressing aussi grand qu'une chambre, une terrasse où l'on prenait le petit déjeuner en regardant les arbres du bois changer de couleur au fil des saisons. J'avais quitté mon poste de directeur financier adjoint pour prendre en main la restructuration financière de l'Empire Delacroix, à la demande de Gérard lui-même. Il avait vu en moi ce que Nadia avait vu, quelqu'un de compétent, de sérieux, de fiable. Mais là où Nadia cherchait un mari, Gérard cherchait un outil. Et pendant longtemps, j'ai été les deux sans me poser de questions. Mon travail dans l'Empire Delacroix était titanesque. Quand je suis arrivé, les finances de la famille étaient un labyrinthe. Des dizaines de sociétés imbriquées les unes dans les autres, des comptes dans 5 pays différents, des flux de trésorerie qui ressemblaient à un plat de spaghettis renversé sur une carte du monde. Gérard était un bâtisseur génial mais un gestionnaire catastrophique. Il avait construit son empire à l'instinct, à la force du poignet, sans jamais se soucier de l'architecture financière.
Et c'est moi qui ai tout repris, tout restructuré, tout optimisé. J'ai passé 2 ans à démêler les fils, à créer des structures de holding cohérentes, à négocier avec les banques, à mettre en place des lignes de crédit revolving, à optimiser la fiscalité, à réduire les coûts opérationnels. En 2 ans, j'ai fait économiser à la famille Delacroix environ 12 millions d'euros en charges financières et fiscales. J'ai renégocié les conditions de prêt avec 4 banques différentes, obtenant des taux que Gérard n'aurait jamais pu obtenir seul. J'ai monté un fonds d'investissement immobilier qui a généré un rendement de 14% la première année. En d'autres termes, sans fausse modestie, j'étais devenu le pilier financier de tout l'édifice. Mais voilà le problème, et c'est un problème que beaucoup d'hommes connaissent sans jamais oser en parler. Plus je réussissais professionnellement, plus je devenais invisible dans mon propre mariage. Nadia avait commencé à me regarder différemment. Non pas avec moins d'affection, pas au début en tout cas, mais avec une sorte de condescendance croissante, comme si le fait que je travaille pour l'empire de son père confirmait ce qu'elle avait toujours pensé au fond d'elle-même sans jamais le formuler clairement, que j'étais un employé, pas un associé. Que j'étais utile, pas indispensable. Que l'argent était le sien, pas le nôtre. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Ce glissement imperceptible dans le regard de quelqu'un que tu aimes, ce moment où tu passes de partenaire à subordonné sans qu'aucun mot ne soit prononcé? Les premiers signaux, je les ai vus sans les voir. C'est la malédiction des hommes amoureux, on regarde mais on ne voit pas, on entend mais on n'écoute pas, on sent mais on refuse de comprendre. Le premier signal, c'était les remarques. Des petites remarques, apparemment anodines, glissées dans la conversation comme des lames de rasoir dans du coton. Karim, tu ne vas quand même pas porter cette cravate au dîner chez les Beaumont? Karim, je t'ai déjà expliqué qu'on ne coupe pas le fromage comme ça. Karim, ce n'est pas vraiment ton milieu, tu ne peux pas comprendre. Chaque remarque, prise isolément, était insignifiante. Mais ensemble, jour après jour, semaine après semaine, elles formaient un motif, un dessin empoisonné, comme ces fresques qui ne révèlent leur image complète que quand tu prends du recul. Et l'image qu'elles dessinaient, c'était celle d'un homme qui ne serait jamais à sa place, peu importe ses efforts, peu importe ses résultats, peu importe son amour. Le deuxième signal, c'était les dîners. Nadia adorait organiser des dîners. Pas des dîners simples, non, des dîners de 10, 12, parfois 16 personnes, avec des gens de son monde à elle. Des héritiers, des avocats d'affaires, des promoteurs immobiliers, des femmes qui portaient des bracelets qui coûtaient le prix d'une voiture. Et lors de ces dîners, j'étais systématiquement relégué au rôle d'hôte silencieux. Nadia ne me présentait jamais comme le directeur financier qui avait restructuré l'empire de son père. Elle me présentait comme « mon mari, Karim ». Point. Pas de titre, pas de fonction, pas de mérite. Juste un prénom et un statut marital. Et quand les conversations tournaient vers les affaires, vers l'immobilier, vers la finance, elles changeaient de sujet dès que je prenais la parole, avec un sourire poli et un « on ne va pas ennuyer tout le monde avec la comptabilité, chérie ». La comptabilité. Comme si tout ce que j'avais construit pour sa famille se résumait à de la comptabilité. Le troisième signal, le plus douloureux peut-être, c'était l'argent. Ou plutôt, la façon dont l'argent était devenu une arme dans notre couple. Officiellement, nous avions un régime matrimonial de séparation de biens. C'était la condition posée par Gérard avant le mariage, et j'avais accepté sans discuter, par orgueil peut-être, par naïveté certainement. Mais dans la pratique, la séparation de biens avait créé une séparation de pouvoir. Nadia gérait tous les comptes du ménage. Elle avait des cartes bancaires sans plafond, des comptes épargne, des portefeuilles d'investissement à son nom. Moi, j'avais mon salaire, certes confortable, que l'Empire Delacroix me versait chaque mois. Mais ce salaire, aussi généreux soit-il, n'était rien comparé à la fortune de Nadia. Et elle le savait. Et elle me le faisait sentir, subtilement, constamment. Quand je proposais un restaurant, elle proposait un meilleur restaurant. Quand j'offrais un cadeau, elle offrait un cadeau plus cher. Ce n'était pas de la générosité, c'était de la domination. C'était sa façon de me rappeler, sans jamais le dire explicitement, que dans notre couple, il y avait celui qui possédait et celui qui était toléré. Tu te demandes peut-être pourquoi je suis resté. Pourquoi je n'ai pas réagi plus tôt, pourquoi je n'ai pas posé des limites, pourquoi je n'ai pas défendu ma dignité. Et la réponse est simple et honteuse, parce que j'aimais Nadia. Malgré tout. Malgré les remarques, malgré les humiliations voilées, malgré le déséquilibre de pouvoir.
Je l'aimais comme on aime quand on a été un enfant modeste qui a rêvé toute sa vie de quelque chose de grand. Je l'aimais parce qu'il y avait des moments, rares mais intenses, où elle redevenait la femme du premier soir, celle qui me regardait avec curiosité et tendresse, celle qui posait sa tête sur mon épaule en regardant un film, celle qui riait à mes blagues et qui me disait que j'étais le seul homme qui la faisait se sentir en sécurité. Ces moments-là étaient comme des oasis dans un désert, et je marchais de l'un à l'autre en me persuadant que le désert n'existait pas. Mais le désert existait, et il grandissait. Au bout de 5 ans de mariage, notre relation avait atteint un équilibre toxique. Nadia avait pris l'habitude de me parler comme on parle à un employé de maison un peu lent. Je vais te donner un exemple concret, un de ceux qui restent gravés dans la mémoire comme une brûlure. C'était un samedi matin, au printemps, il faisait beau, un de ces matins parisiens où la lumière dorée entre par les fenêtres et où tout semble possible. J'avais préparé le petit déjeuner. Des crêpes, parce que j'adorais faire des crêpes le week-end, c'était un de mes rares plaisirs domestiques, un héritage de ma mère qui faisait des msemen chaque vendredi. Les crêpes étaient prêtes, le café était chaud, j'avais même mis des fleurs sur la table, des tulipes jaunes achetées la veille au marché. Nadia est descendue, a regardé la table, a regardé les crêpes, et a dit, avec cette voix plate et légèrement amusée qui était devenue sa marque de fabrique, « C'est mignon, mais tu sais que la femme de ménage aurait pu faire ça. » Puis elle a pris son téléphone et s'est assise sans manger. Les crêpes sont restées sur la table, intactes, comme des offrandes rejetées par un dieu indifférent. Et moi, je suis resté debout dans la cuisine, une spatule à la main, à me demander à quel moment exactement j'étais devenu invisible dans ma propre maison. Il faut que tu comprennes le contexte dans lequel tout cela se déroulait, parce qu'aucune histoire ne se passe dans le vide. Nous vivions dans un monde très particulier, celui de la haute bourgeoisie parisienne, un monde qui a ses propres règles, ses propres codes, sa propre cruauté. Dans ce monde-là, l'apparence est tout. Le bonheur est secondaire, ce qui compte, c'est l'image qu'on projette. Et l'image que Nadia et moi projetions, de l'extérieur, était parfaite. Le couple réussi, la belle famille puissante, l'appartement magnifique, les vacances à Saint-Barthélemy, les week-ends dans la maison de campagne en Normandie. Personne, absolument personne, ne soupçonnait ce qui se passait derrière les murs de notre bel appartement avenue Foch. Parce que dans ce monde-là, on ne parle pas de ses problèmes. On ne montre pas ses failles. On sourit, on trinque, on se tait. Et c'est exactement ce que je faisais. Je souriais, je trinquais, je me taisais. Et chaque jour, un peu plus de moi-même s'effritait, comme un mur de sable face à la marée. La société autour de nous ne m'aidait pas. Les amis de Nadia, ses héritiers et ses femmes du monde, me toléraient avec une politesse glaciale. Ils savaient d'où je venais. Pas parce que j'en parlais, non, je n'en parlais jamais, mais parce que ça se voyait, ça se sentait. Dans ma façon de manger, un rien trop vite. Dans ma façon de rire, un rien trop fort. Dans ma façon de commander du vin, un rien trop hésitante. Je n'appartenais pas à leur monde, et ils me le faisaient comprendre avec cette élégance assassine dont seuls les vrais bourgeois sont capables. Et Nadia ne me défendait jamais. Jamais. Elle laissait les regards glisser sur moi, elle laissait les sourires condescendants passer, elle laissait les petites remarques s'accumuler. Et parfois, le pire, elle y participait. Quant à Gérard, mon beau-père, notre relation s'était détériorée au fil du temps. Au début, il avait respecté mon travail. Il avait vu les résultats, les économies, les restructurations réussies. Mais ce respect n'avait jamais évolué en affection, encore moins en reconnaissance. Pour Gérard, j'étais un bon technicien, rien de plus. Il continuait à prendre toutes les décisions stratégiques seul, sans me consulter, et quand je protestais, il me regardait avec cet air amusé qui ressemblait tellement à celui de sa fille et me disait « Karim, tu gères les chiffres. La vision, c'est mon domaine. » La vision. Comme si voir au-delà des chiffres était un privilège réservé à ceux qui portaient le bon nom de famille. Mais ce que ni Nadia, ni Gérard, ni personne dans cette famille dorée ne savait, c'est que pendant ces 7 années de mariage, j'avais fait bien plus que gérer des chiffres. J'avais construit une architecture financière dont j'étais la clé de voûte. Pas par calcul, pas par stratégie, mais simplement parce que j'étais le seul à comprendre le système que j'avais créé. Tous les comptes principaux de la famille, les comptes opérationnels des sociétés, les lignes de crédit, les fonds d'investissement, tout passait par des structures que j'avais mises en place et dont j'étais le signataire autorisé. Non pas le seul signataire, non, Gérard avait évidemment ses propres accès,
mais le signataire principal sur les comptes de gestion courante, celui qui avait les codes, les procurations, les relations directes avec les banquiers. Pourquoi? Parce que Gérard détestait la paperasse et que Nadia ne s'intéressait pas aux détails opérationnels. Il m'avait confié les clés du royaume sans jamais penser qu'un jour je pourrais m'en servir pour verrouiller les portes. Les signaux d'alerte se sont accélérés au cours de la 6e année. Des choses que j'aurais dû voir plus tôt mais que mon amour aveugle avait recouvertes d'un voile opaque. Nadia avait commencé à rentrer tard le soir, 2 ou 3 fois par semaine. Des réunions avec des clients, disait-elle. Un dîner avec l'équipe juridique. Un événement caritatif. Je ne posais pas de questions, parce que poser des questions dans notre couple, c'était admettre que quelque chose n'allait pas, et admettre que quelque chose n'allait pas, c'était risquer de faire s'effondrer l'édifice fragile sur lequel reposait ma vie entière. Alors je me taisais. Je regardais la télévision seule dans ce salon immense, avec ses tableaux de maître et ses meubles de designer, et j'attendais d'entendre le bruit de ses talons sur le parquet. Et quand elle rentrait, je faisais semblant de dormir, parce que faire semblant de dormir, c'était plus facile que de faire face à la vérité. Il y a eu cette soirée, environ 8 mois avant la fin, où quelque chose a changé de manière imperceptible mais définitive. Nadia organisait l'un de ses dîners, et parmi les invités, il y avait un homme que je n'avais jamais vu. Il s'appelait Maxime, Maxime Rochefontaine, un nom qui sonnait comme un domaine viticole de la Loire. Grand, mince, cheveux gris aux tempes, costume sur mesure, montre Patek Philippe au poignet. Avocat d'affaires, associé dans un cabinet prestigieux du 8e arrondissement. La cinquantaine élégante. Et la façon dont Nadia le regardait, la façon dont elle riait à ses plaisanteries, la façon dont elle touchait son bras en parlant, cette légère inclinaison de la tête qu'elle avait quand quelqu'un la fascinait, tout ça m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Pas parce que c'était nouveau, mais parce que pour la première fois, je ne pouvais plus fermer les yeux. J'ai observé Maxime toute la soirée. Il était charmant, je dois l'admettre. Cultivé, drôle, sûr de lui sans être arrogant. Il parlait de littérature, de voyage, de politique internationale, avec cette aisance naturelle des gens qui ont toujours eu accès à tout. Et à un moment, alors que je passais dans le couloir pour aller à la cuisine, j'ai entendu Nadia dire à une amie, en pensant que je ne pouvais pas entendre, Maxime est exactement le genre d'homme que j'aurais dû épouser. Elle a dit ça en riant, comme une plaisanterie. Mais les plaisanteries les plus cruelles sont celles qui disent la vérité. Et cette vérité-là, je l'ai sentie s'enfoncer dans ma poitrine comme un clou rouillé. Après cette soirée, j'ai commencé à regarder les choses différemment. Pas avec colère, pas encore. Avec une lucidité nouvelle, froide, presque clinique. J'ai remarqué que Nadia envoyait des messages tard le soir en souriant à son écran. J'ai remarqué qu'elle s'habillait avec plus de soin les jours où elle avait des réunions. J'ai remarqué que le nom de Maxime revenait de plus en plus souvent dans ses conversations téléphoniques, toujours sur un ton professionnel, toujours avec une justification plausible, mais toujours avec cette légère rougeur aux joues qui trahissait ce que les mots ne disaient pas. Je n'ai pas fouillé son téléphone. Je n'ai pas engagé de détective privé. Ce n'était pas mon style. Mais j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle dans ma tête, lentement, méthodiquement, comme un financier qui examine un bilan à la recherche de la ligne qui ne colle pas. Connais-tu ce moment où la brume se dissipe et où tu vois enfin le paysage tel qu'il est, pas tel que tu voulais qu'il soit? C'est un moment terrible, parce que la brume, même si elle obscurcit ta vision, te protège aussi. Elle te protège de la laideur, de la douleur, de la réalité nue et crue. Et quand elle disparaît, tu te retrouves face à un panorama dévasté, sans rien pour amortir le choc. C'est exactement ce qui m'est arrivé, environ 4 mois avant la fin, un mercredi soir ordinaire. Nadia avait dit qu'elle dînait avec une cliente. J'avais dit d'accord. Mais ce soir-là, pour une raison que je ne m'explique toujours pas, peut-être l'instinct, peut-être la lassitude de ne pas savoir, j'ai décidé de passer devant le restaurant où elle disait être. Je ne l'ai pas suivie, non. J'ai simplement fait un détour en rentrant du bureau. Et le restaurant était fermé. Volets baissés, lumières éteintes, un panneau, fermeture annuelle, sur la porte. Nadia n'était pas là. Nadia n'y avait jamais été. Je suis rentré à la maison ce soir-là et j'ai attendu. Elle est arrivée vers 23 heures, souriante, détendue, avec l'odeur d'un parfum qui n'était pas le sien sur son écharpe. Je n'ai rien dit. Je lui ai demandé comment s'était passé le dîner. Elle a dit, très bien, le poisson était excellent.
Le poisson d'un restaurant fermé pour vacances. Et elle a monté les escaliers en fredonnant une chanson, légère comme quelqu'un qui n'a rien à se reprocher ou comme quelqu'un qui se fiche tellement de son mari qu'elle ne prend même pas la peine de mentir correctement. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans le noir, les yeux ouverts, à écouter la respiration paisible de Nadia à côté de moi. Et pour la première fois en 7 ans, j'ai pensé clairement, sans filtre, sans excuse, sans espoir. J'ai pensé à mon père, à ses mains de maçon, à sa phrase sur la porte de sortie. J'ai pensé à ma mère, à ses mains sentant le citron, à sa dignité silencieuse. J'ai pensé à qui j'étais avant Nadia, et à qui j'étais devenu. Et j'ai compris quelque chose de fondamental, je n'étais pas en colère contre Nadia pour son mensonge, ni même pour Maxime. J'étais en colère contre moi-même. Contre moi-même pour avoir accepté, pendant 7 ans, d'être traité comme un accessoire, comme un employé sentimental, comme un homme de second rang dans sa propre vie. La trahison de Nadia n'était pas le début de ma douleur. C'en était simplement la confirmation. Les semaines suivantes ont été les plus étranges de ma vie. De l'extérieur, rien n'avait changé. Je continuais à travailler, à restructurer, à optimiser. Je continuais à dîner avec Nadia, à assister à ses réceptions, à sourire aux amis qui me méprisaient poliment. Mais à l'intérieur, quelque chose avait fondamentalement basculé. J'avais cessé d'être le mari qui espère et j'étais devenu le stratège qui observe. Et ce que j'observais, avec une attention chirurgicale, c'était l'architecture financière que j'avais moi-même construite. Non pas pour voler, non pas pour frauder, mais pour comprendre exactement l'étendue de mon pouvoir, un pouvoir que personne dans cette famille ne m'avait jamais reconnu mais que j'avais bâti, brique par brique, ligne de code par ligne de code, signature par signature. La première étape de ce que j'allais faire a commencé par un audit silencieux. J'ai passé 3 semaines à vérifier chaque procuration, chaque mandat, chaque autorisation bancaire. J'ai confirmé ce que je savais déjà, j'étais le signataire principal sur 7 comptes opérationnels majeurs, dont 3 comptes de trésorerie qui contenaient à eux seuls plus de 8 millions d'euros de liquidités. J'avais les codes d'accès aux plateformes de gestion des fonds. J'avais les contacts directs avec les directeurs de relations bancaires dans 4 établissements. Et surtout, j'avais la connaissance intime de toutes les échéances, de tous les flux, de toutes les dépendances financières de l'Empire de la Croix. Je savais quel emprunt arrivait à échéance quand, quel fournisseur devait être payé à quelle date, quelle société avait besoin de quelle injection de liquidité pour rester à flot. Je connaissais le système comme un horloger connaît les rouages d'une montre. Et je savais exactement quelle pièce retirer pour que tout s'arrête. La deuxième étape a été plus subtile. J'ai commencé à modifier certains paramètres sans que personne ne le remarque. J'ai changé les procédures de validation des virements, ajoutant une étape de confirmation qui nécessitait mon approbation personnelle. J'ai déplacé une partie des liquidités vers des comptes de transit dont j'étais le seul à connaître les détails. J'ai renégocié certaines conditions bancaires en incluant des clauses qui me donnaient un droit de veto temporaire sur les mouvements de fonds. Tout cela était parfaitement légal, parfaitement conforme au mandat qui m'avait été accordé. J'utilisais simplement les outils qu'on m'avait donnés de manière plus rigoureuse, plus centralisée, plus contrôlée. Et personne ne posait de questions, parce que personne ne s'était jamais intéressé aux détails opérationnels. Gérard ne regardait que les bilans annuels. Nadia ne regardait que son compte personnel. Et moi, je regardais tout. La troisième étape a consisté à préparer ma propre sortie. J'ai consulté un avocat, discrètement, un spécialiste du droit patrimonial et du droit des sociétés, pas dans le cercle de Maxime Rochefontaine, évidemment, mais un homme solide et discret que m'avait recommandé un ancien collègue. Je lui ai exposé ma situation, le régime de séparation de biens, ma position de mandataire dans les sociétés familiales, mes droits en cas de divorce. Il m'a confirmé ce que je soupçonnais, en termes de patrimoine, un divorce me laisserait avec mon salaire et mes économies personnelles, rien d'autre. La fortune de Nadia resterait intacte, protégée par le contrat de mariage que j'avais signé avec l'arrogance de l'amour jeune. Mais il m'a aussi confirmé autre chose, quelque chose de crucial, tant que mes mandats étaient en vigueur, j'avais le droit légal de gérer les fonds conformément aux procédures que j'avais mises en place. Et bloquer des fonds pour des raisons de conformité, de vérification ou de restructuration faisait partie de mes prérogatives contractuelles. La quatrième étape a été psychologique. J'ai commencé à me détacher émotionnellement de Nadia, et c'est peut-être la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Plus difficile que les nuits blanches de travail, plus difficile que les humiliations sociales,
plus difficile que le mensonge du restaurant fermé. Se détacher de quelqu'un qu'on aime encore, c'est comme arracher un pansement collé sur une plaie ouverte, ça fait un mal de chien et ça laisse la blessure exposée à l'air froid de la réalité. Mais je l'ai fait. Progressivement. En arrêtant d'espérer un geste tendre. En arrêtant d'attendre un mot gentil. En arrêtant de me raconter des histoires. Et au fur et à mesure que je me détachais, je voyais Nadia plus clairement que jamais. Je voyais son arrogance non plus comme une force mais comme une faiblesse, une armure qu'elle avait construite pour cacher le vide que son père avait creusé en elle. Je voyais sa cruauté non plus comme une intention mais comme un réflexe, le réflexe de quelqu'un qui a appris que le pouvoir est le seul substitut acceptable à l'amour. Et je la plaignais, quelque part. Mais la pitié n'est pas l'amour, et elle ne suffit pas à maintenir un homme debout. La 5e étape, c'est Nadia elle-même qui l'a déclenchée, sans le savoir. C'était un vendredi soir, environ 2 semaines avant la fin. On était dans le salon, je lisais, elle était au téléphone. Elle a raccroché et m'a regardé avec cet air distant qu'elle avait quand elle s'apprêtait à dire quelque chose de désagréable. « Karim » a-t-elle dit, « je pense qu'on devrait prendre un peu de distance. Tu pourrais peut-être passer quelques jours ailleurs. J'ai besoin de réfléchir. » J'ai levé les yeux de mon livre. Réfléchir à quoi, ai-je demandé, même si je connaissais la réponse. À nous. À notre avenir. À ce que je veux vraiment. Elle a dit ça comme on dit, je vais prendre un thé, avec une nonchalance qui aurait pu passer pour de la désinvolture si je n'avais pas vu, dans ses yeux, cette petite lueur de satisfaction, celle du chat qui joue avec la souris avant de l'achever. Elle voulait que je parte. Elle voulait la maison pour elle. Et probablement, elle voulait la maison pour elle et Maxime. J'ai répondu calmement. D'accord. Si c'est ce que tu veux, je vais passer quelques jours à l'hôtel. Elle a semblé surprise par ma docilité. Elle s'attendait à une discussion, peut-être même à une dispute. Mais je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Au lieu de ça, je lui ai posé une question, combien de temps penses-tu avoir besoin? Et c'est laquelle a prononcé les mots qui sont devenus le titre de cette histoire. Elle s'est adossée au canapé, a croisé les jambes, et avec un petit ricanement, ce ricanement que je connaissais si bien, ce mélange d'amusement et de mépris, elle a dit, vas-y, pars. Je te donne une semaine sans moi. On verra si tu tiens. Une semaine sans elle. Comme si j'étais un chien qu'on lâche dans la nature en pariant qu'il reviendra en rampant, affamé et reconnaissant. Comme si toute ma vie, tout mon être, dépendait de sa présence. Comme si sans elle, sans son argent, sans son nom, sans son appartement avenue Foch, je n'étais rien. J'ai souri. Un vrai sourire, pour la première fois depuis des mois. Et j'ai dit, une semaine. D'accord. Le lendemain, c'était un samedi. Je me suis levé tôt, comme d'habitude. J'ai pris une douche, je me suis habillé simplement, un jean, une chemise, des chaussures de marche. J'ai préparé un petit sac avec quelques affaires. Pas de costume, pas de cravate, pas de montre de luxe. Juste l'essentiel. Puis je suis descendu dans la cuisine. Nadia n'était pas encore levée. L'appartement était silencieux, cette sorte de silence épais et cotonneux qui règne dans les grandes maisons vides. J'ai regardé la cuisine, le comptoir en marbre blanc de Carrare, les appareils électroménagers qui coûtaient chacun le prix d'un mois de salaire de mon père, les tasses en porcelaine alignées comme des soldats. Et j'ai sorti mes clés de ma poche. Les clés de l'appartement, les clés de la maison de Normandie, les clés de la voiture. Je les ai posées sur le comptoir de marbre. Et elles ont fait ce bruit. Ce tintement. Cette note finale. Puis je suis sorti. J'ai fermé la porte doucement derrière moi, sans la claquer, parce que claquer une porte c'est de la colère, et ce que je ressentais en cet instant n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Une clarté absolue, éblouissante, presque douloureuse, comme quand on sort d'une pièce sombre et qu'on est frappé par le soleil de midi. Ce samedi-là, j'ai fait plusieurs choses. La première, et la plus significative, je l'ai faite depuis un café du 16e arrondissement, assis devant un espresso, avec mon ordinateur portable et mon téléphone. J'ai activé les procédures de gel que j'avais mises en place au cours des semaines précédentes. En termes techniques, j'ai initié un protocole de vérification de conformité sur l'ensemble des comptes opérationnels dont j'étais le mandataire principal. Ce protocole, que j'avais moi-même conçu et que Gérard avait approuvé sans le lire,
nécessitait ma validation personnelle pour tout mouvement de fonds supérieur à 5 000 €. J'ai également suspendu les lignes de crédit revolving, invoquant une revue interne des conditions de taux. Et j'ai notifié les 4 banques principales que toute instruction de paiement devait être confirmée par moi personnellement avant exécution. Tout cela par courriel sécurisé, avec les codes de validation appropriés, dans le cadre strict de mes attributions contractuelles. En d'autres termes, j'ai fermé le robinet. Pas définitivement, non. Temporairement. Légalement. Proprement. Mais dans les faits, cela signifiait que dès lundi matin, quand les bureaux ouvriraient, quand les salaires devraient être versés, quand les fournisseurs devraient être payés, quand les échéances de prêt devraient être honorées, rien ne bougerait sans mon accord. L'Empire de la Croix, cette machine qui brassait des millions chaque semaine, allait se retrouver à l'arrêt, comme un moteur dont quelqu'un a retiré la clé de contact. Le dimanche, j'ai passé la journée seul. J'ai marché dans Paris, longtemps, sans but. Du Trocadéro au jardin du Luxembourg, puis le long de la Seine, puis dans le Marais, puis jusqu'à Belleville. J'ai marché comme un homme qui redécouvre une ville qu'il avait cessé de voir. J'ai mangé un sandwich sur un banc au bord du canal Saint-Martin, en regardant les péniches passer. J'ai pensé à mes parents, à Sarcelles, à l'odeur du ciment et du citron. J'ai pensé à tout ce que j'avais gagné et à tout ce que j'avais perdu en chemin. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti léger. Pas heureux, non. Léger. Comme un homme qui a porté un poids énorme sur ses épaules pendant si longtemps qu'il avait oublié ce que ça fait de se tenir droit. Le lundi matin, l'orage a éclaté. Et quand je dis orage, c'est un euphémisme. C'était un tsunami. À 8h32 exactement, mon téléphone a sonné pour la première fois. C'était la directrice administrative de la société principale de Gérard. Monsieur Karim, les virements de paie sont bloqués. Le système demande votre validation et nous n'arrivons pas à passer outre. J'ai répondu calmement que j'avais initié un protocole de conformité et que je traiterais les validations dans les meilleurs délais. Puis j'ai raccroché. À 9h15, c'est le directeur de la banque principale qui a appelé. Pas mon contact habituel, non, le directeur régional lui-même. Monsieur Karim, nous avons reçu vos instructions de gel. Nous les avons appliquées conformément à votre mandat, mais nous recevons des appels de la famille de la Croix. Monsieur Gérard est très contrarié. J'ai confirmé que les instructions étaient correctes et que le gel serait maintenu jusqu'à nouvel ordre. À 10h, Gérard a appelé. Pas sur mon téléphone personnel, sur le téléphone professionnel. Sa voix était méconnaissable. Gérard Delacroix, l'homme de fer, le bâtisseur d'empire, le patriarche qui n'avait jamais haussé la voix parce qu'il n'en avait jamais eu besoin, hurlait. Littéralement. Qu'est-ce que tu as fait? La banque vient d'appeler, les comptes sont gelés, les salaires ne passent pas, les fournisseurs menacent de suspendre les livraisons, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? J'ai répondu d'une voix calme, presque douce. Gérard, j'ai appliqué le protocole de conformité que vous avez approuvé en mars dernier. Il nécessite ma validation personnelle pour tout mouvement significatif. Je suis en cours de revue. Il y a eu un silence, puis il a crié, je n'ai jamais approuvé ça. Si, Gérard. Page 7 du document de procédure interne, avec votre signature. Je peux vous envoyer une copie si vous le souhaitez. Un autre silence, plus long cette fois. Puis, débloque tout immédiatement. C'est un ordre. Je ne suis pas votre employé, Gérard. Je suis mandataire. Et en tant que mandataire, j'ai l'obligation légale de m'assurer de la conformité des opérations avant de valider quoi que ce soit. Je vous rappellerai quand la revue sera terminée. Et j'ai raccroché. 20 minutes plus tard, c'est Nadia qui a appelé. Et là, la conversation a été très différente. Nadia n'a pas crié. Au début, du moins. Elle a commencé par le ton de la femme outrée mais contrôlée, ce ton que je connaissais si bien, celui qu'elle utilisait quand un serveur mettait trop de temps à apporter l'addition. Karim, mon père est dans tous ses états. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gel des comptes? Tu fais un caprice? Un caprice. Voilà comment elle qualifiait la chose. Un caprice. Comme un enfant qui refuse de manger sa soupe. Ce n'est pas un caprice, Nadia. C'est une procédure standard. Débloque tout immédiatement. Tu es ridicule. Non. Silence. Long. Pesant.
Et puis sa voix a changé. Le vernis de contrôle s'est fissuré, et en dessous, j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu chez Nadia, de la peur. Karim, tu ne peux pas faire ça. L'échéance du prêt sur le centre commercial de Créteil tombe jeudi. Si le virement ne passe pas, la banque peut déclencher la clause de déchéance du terme. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, je le savais. Mieux qu'elle. Ça voulait dire que la banque pouvait exiger le remboursement immédiat de l'intégralité du prêt. 27 millions d'euros. Un prêt que j'avais renégocié moi-même, avec des conditions qui dépendaient de la ponctualité des remboursements. Je sais exactement ce que ça veut dire, Nadia. Alors débloque les comptes. Maintenant. Pas avant que nous ayons une conversation. Une vraie conversation. Pas entre une patronne et son employé. Entre un mari et sa femme. Elle a raccroché sans répondre. Et pendant les heures qui ont suivi, mon téléphone a sonné sans arrêt. Gérard. Le comptable de la société. L'avocat de la famille, pas Maxime, un autre. Le directeur de banque à nouveau. Le patron de la société de gestion de patrimoine de Nadia. Tout le monde paniquait. Tout le monde voulait la même chose, que j'appuie sur un bouton et que tout revienne à la normale. Mais je n'ai pas appuyé. Et chaque heure qui passait, la pression montait d'un cran, comme l'eau derrière un barrage, chaque heure un peu plus haute, chaque heure un peu plus dangereuse. C'est le mardi matin que les choses sont devenues vraiment critiques. Gérard a convoqué une réunion d'urgence dans ses bureaux du 8e arrondissement. Il a fait venir son avocat, un expert comptable, et le directeur de la banque principale. J'ai été invité, bien sûr. Ou plutôt, convoqué. Quand je suis arrivé, l'atmosphère était celle d'une salle d'opération. Tout le monde avait les traits tirés, les yeux cernés, les mâchoires serrées. Gérard était assis au bout de la table, rouge de colère contenue. Et à côté de lui, Nadia. Qui ne ricanait plus. Qui ne souriait plus. Qui avait l'air de quelqu'un qui vient de réaliser que le sol sous ses pieds n'est pas aussi solide qu'elle le croyait. L'avocat de Gérard a pris la parole le premier. Il a expliqué que le gel des comptes était, techniquement valide, au regard de mes mandats, mais qu'il constituait un abus de droit, qui pourrait donner lieu à des poursuites. J'ai regardé mon propre avocat, que j'avais fait venir, et il a répondu, calmement, que le protocole de conformité avait été approuvé par Gérard lui-même, que mes actions étaient conformes à mes obligations de mandataire, et que toute tentative de me révoquer sans respecter le préavis contractuel de 3 mois aggraverait la situation plutôt que de la résoudre. 3 mois. 3 mois pendant lesquels personne ne pourrait toucher au compte sans mon accord. L'Empire de la Croix ne survivrait pas 3 mois sans liquidité. Gérard a frappé la table du poing. Qu'est-ce que tu veux, Karim? De l'argent? C'est ça? Tu veux de l'argent? Et c'est là que j'ai prononcé les mots que j'avais préparés depuis des semaines. Je ne veux pas d'argent, Gérard. Je veux le respect. Le respect que vous ne m'avez jamais accordé. Le respect que votre fille ne m'a jamais accordé. Je veux que vous compreniez, tous les deux, que l'homme que vous avez traité comme un employé corvéable, comme un accessoire pratique, comme un petit comptable de banlieue, cet homme-là est la raison pour laquelle votre empire tient encore debout. Et je veux un divorce. Un divorce propre, équitable, dans lequel mes contributions à la gestion et à la valorisation du patrimoine familial sont reconnues et compensées à leur juste valeur. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Le silence qui a suivi était si profond que j'entendais le tic-tac de l'horloge murale. Nadia me regardait avec des yeux que je ne lui avais jamais vus. Pas de la colère. Pas du mépris. De la stupéfaction. Pure, totale, absolue. Comme si elle voyait pour la première fois l'homme qu'elle avait épousé. Comme si, pendant 7 ans, elle avait regardé un mur en pensant que c'était une porte, et que soudain, le mur s'était ouvert, révélant une pièce qu'elle ne soupçonnait pas. Gérard a commencé à parler, mais Nadia l'a interrompu. « Papa, tais-toi. » Elle s'est tournée vers moi. « Tu es sérieux. Mortellement sérieux. Tu vas ruiner la famille pour un divorce? » Je ne ruine rien. Je mets en pause. La différence, c'est qu'une ruine est définitive, tandis qu'une pause peut être levée. Tout dépend de ce que vous décidez dans les prochaines 48 heures. 48 heures. C'était le délai avant l'échéance du prêt de Créteil. 48 heures pour que 27 millions d'euros soient versés,
ou pour que l'Empire commence à s'effondrer comme un château de cartes dans un courant d'air. Les 48 heures qui ont suivi ont été les plus intenses de ma vie. Gérard a mobilisé ses meilleurs avocats. Ils ont cherché des failles dans mes mandats, des moyens de me court-circuiter, des procédures d'urgence pour accéder au compte sans mon autorisation. Ils n'en ont trouvé aucune. Parce que j'avais passé des semaines à tout verrouiller, méthodiquement, légalement, avec la précision d'un ingénieur et la patience d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Nadia, de son côté, a essayé une autre approche. Elle m'a appelé le mardi soir, et sa voix avait changé. Pas la voix de la femme arrogante, pas la voix de la patronne. La voix de la femme que j'avais aimée, douce, presque suppliante. Karim, on peut en parler. Reviens à la maison. On trouvera une solution. Et pendant un instant, un seul instant, j'ai failli céder. Parce que cette voix-là, cette douceur-là, c'était l'oasis. C'était la raison pour laquelle j'avais traversé le désert pendant 7 ans. Mais cette fois, j'ai reconnu le mirage pour ce qu'il était. Nadia, ai-je dit, je ne reviendrai pas. Pas comme avant. Plus jamais comme avant. Fais-moi une offre équitable de divorce, et je débloque les comptes demain matin. Elle a pleuré au téléphone. Et ses larmes, même si une partie de moi savait qu'elles étaient en partie calculées, m'ont déchiré le cœur. Parce que l'amour ne meurt pas en un jour, tu sais. L'amour, c'est comme un arbre qu'on abat. Même quand le tronc est à terre, les racines continuent à vivre sous la surface pendant longtemps. Le mercredi, en fin de matinée, j'ai reçu un appel de l'avocat de Gérard. Ils acceptaient le principe d'une négociation. Pas un divorce à l'amiable, non, les Delacroix ne faisaient rien à l'amiable, mais un protocole transactionnel encadré par des avocats des deux côtés, avec reconnaissance de mes contributions à la gestion patrimoniale et une compensation financière qui, sans entrer dans les détails, représentait une somme que mon père n'aurait pas pu imaginer même dans ses rêves les plus fous. Et en contrepartie, je débloquerai les comptes, je remettrai l'ensemble des mandats et des codes d'accès, et je m'engagerai à ne divulguer aucune information confidentielle sur les affaires de la famille. Le jeudi matin, à 9 h, j'ai débloqué les comptes. Le virement pour l'échéance du prêt de Créteil est passé avec 4 heures d'avance. Les salaires ont été versés. Les fournisseurs ont été payés. L'Empire Delacroix a repris son souffle, comme un patient qu'on retire du respirateur et qui inspire une grande goulée d'air frais. Et moi, j'ai signé le protocole transactionnel dans un bureau d'avocat du boulevard Haussmann, un jeudi après-midi gris et pluvieux, avec Nadia assise de l'autre côté de la table, qui ne me regardait pas. Le divorce a été prononcé 3 mois plus tard. Rapidement, discrètement, efficacement. Comme les Delacroix font tout. Pas de scandale public, pas de procès, pas de une dans la presse people. Un accord signé, un juge qui tamponne, et une vie de 7 ans qui se dissout comme du sucre dans l'eau chaude. J'ai quitté l'appartement avenue Foch avec un sac de voyage et quelques cartons. Pas les tableaux, pas les meubles, pas la cave à vin. Juste mes vêtements, mes livres, la photo de mes parents et un exemplaire du contrat de mariage que j'avais signé à 32 ans, gardé comme un rappel de ma propre naïveté. Les conséquences de ce que j'avais fait se sont fait sentir bien au-delà du simple divorce. Sur le plan financier, la compensation que j'avais obtenue me mettait à l'abri pour longtemps, pas une fortune obscène, mais suffisamment pour acheter un appartement correct, pour vivre sans stress, pour recommencer. Mais l'argent, aussi réconfortant soit-il quand les factures arrivent, ne guérit pas les blessures intérieures. Et mes blessures étaient profondes. Sur le plan psychologique, les mois qui ont suivi le divorce ont été un tunnel. Un long tunnel sombre, sans fenêtre, sans lumière visible au bout. Je me réveillais chaque matin dans mon nouvel appartement, un 2 pièces à Vincennes, modeste mais propre, et pendant quelques secondes, je ne savais plus qui j'étais. Le fils du maçon? Le mari de la femme riche? Le stratège qui avait fait plier un empire? Ou juste un homme de 40 ans, seul, dans un appartement silencieux, avec un réfrigérateur à moitié vide et un cœur en miettes? La solitude, après 7 ans de vie dans un grand appartement rempli de gens et de bruit, est un choc d'une violence que tu ne peux pas imaginer si tu ne l'as pas vécu. Ce n'est pas le silence qui est le plus dur, c'est l'écho. L'écho de ta propre respiration, de tes propres pas sur le parquet, de ta propre voix quand tu te parles à toi-même parce qu'il n'y a personne d'autre à qui parler. J'ai passé des soirées entières assis dans mon salon, à regarder le mur, sans rien faire, sans penser, sans ressentir. Juste être là. Exister. Survivre à un jour de plus. Ma famille a été un soutien,
dans les limites de ce qu'une famille peut offrir quand elle ne comprend pas tout à fait ce que tu as traversé. Ma mère m'appelait chaque jour, avec sa voix douce et ses questions prudentes. Mon père, fidèle à lui-même, ne posait pas de questions. Il est venu un dimanche, il a regardé mon appartement, il a hoché la tête, et il m'a dit « C'est bien. C'est chez toi ». Et cette phrase simple, d'un homme simple, m'a fait plus de bien que tous les protocoles transactionnels du monde. Sur le plan social, ma vie avait été entièrement reconstruite autour du monde de Nadia. Ses amis, ses réceptions, ses restaurants. Tout cela avait disparu d'un coup, comme un décor de théâtre qu'on démonte après la dernière représentation. Et ce qui restait, une fois le décor retiré, c'était un plateau vide. Pas d'amis proches en dehors du cercle de la Croix. Pas de vie sociale indépendante. Pas de loisirs personnels. J'avais consacré 7 ans à être le mari de Nadia, et dans ce processus, j'avais cessé d'être moi-même. Reconstruire une identité à 40 ans, quand tu ne sais même plus ce que tu aimes, ce que tu veux, ce qui te fait rire, c'est un travail de fourmi. Un grain de sable à la fois. Un jour à la fois. J'ai appris que Nadia et Maxime se sont mis en couple officiellement environ 2 mois après le divorce. Je l'ai appris par hasard, en tombant sur une photo dans un magazine économique, les deux ensemble lors d'une soirée caritative, elle dans une robe noire, lui avec son sourire de façade et sa Patek Philippe. J'ai regardé la photo pendant longtemps. Et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, pas de la douleur, pas de la jalousie, pas de la colère. De l'indifférence. Une indifférence totale et libératrice. Comme si la photo montrait deux inconnus dans un monde qui n'avait plus rien à voir avec le mien. J'ai aussi appris, par des canaux détournés, que l'Empire de la Croix avait eu du mal à se remettre de l'épisode du gel des comptes. Pas financièrement, non, les Delacroix avaient les reins solides et les banquiers patients. Mais en termes de confiance. Les banques avaient vu la vulnérabilité du système. Elles avaient vu qu'un seul homme pouvait mettre tout l'édifice en pause. Elles avaient durci leurs conditions. Gérard avait dû embaucher une équipe entière pour remplacer ce que je faisais seul. Et les choses n'ont jamais retrouvé la fluidité, l'efficacité, l'élégance de l'architecture que j'avais construite. Pas par mauvaise volonté des successeurs, mais simplement parce que certaines constructions portent l'empreinte de leur créateur, et que cette empreinte ne peut pas être reproduite. Les mois ont passé. Puis 1 an. Puis 2. Lentement, péniblement, j'ai reconstruit. Pas la même vie, non. Une autre vie. Plus petite, plus modeste, mais infiniment plus vraie. J'ai retrouvé un poste de directeur financier dans une entreprise de taille moyenne, une société de distribution alimentaire basée à Créteil, pas avenue Foch, à Créteil. Mon bureau n'a pas de vue sur le bois de Boulogne, il a une vue sur un parking. Mais c'est mon bureau, avec mon nom sur la porte, et les gens qui travaillent avec moi me respectent pour ce que je fais, pas pour qui j'ai épousé. J'ai recommencé à faire des crêpes le week-end. Pas pour impressionner quelqu'un. Pour moi. Parce que j'aime la sensation de la pâte qui coule dans la poêle, le moment où le beurre commence à dorer, l'odeur de beurre chaud qui remplit la cuisine. Et quand je mange mes crêpes, seul à ma petite table, avec un café et la radio en fond sonore, je ressens quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis des années, de la paix. Pas du bonheur extatique, pas de la joie débordante. De la paix. La paix de l'homme qui sait qui il est, d'où il vient, et ce qu'il vaut. Et cette paix-là, crois-moi, vaut plus que tous les appartements avenue Foch du monde. Qu'est-ce que cette histoire m'a appris? Qu'est-ce que j'en retiens, maintenant, avec le recul du temps et la distance de l'expérience? Pas une leçon simple, pas une morale facile à emballer dans un proverbe. Plutôt une compréhension, diffuse et nuancée, de ce que la vie fait aux gens et de ce que les gens font à la vie. J'ai compris que l'amour, aussi puissant soit-il, ne peut pas survivre dans un environnement de mépris. Que l'argent, aussi utile soit-il, devient toxique quand il sert de mesure à la valeur humaine. Que la confiance, une fois brisée, ne se recolle jamais vraiment, elle laisse toujours des cicatrices visibles, comme un vase de porcelaine recollé dont on voit les fissures à la lumière. J'ai compris aussi que la trahison n'est pas toujours un acte unique et spectaculaire, un baiser volé, un secret révélé, une porte fermée. Parfois, la trahison est un processus lent, quotidien, presque imperceptible. C'est la somme de 1000 petits mépris, de 1000 petits silences, de 1000 petits regards qui disent « tu ne vaux pas assez ». Et quand tu réalises enfin que tu es trahi, ce n'est pas un moment de révélation soudaine, c'est un moment de confirmation tardive. Tu savais depuis longtemps.
tu avais simplement choisi de ne pas savoir. J'ai compris, surtout, que la vraie force n'est pas de rester. La vraie force, c'est de partir. De poser ses clés sur le comptoir, de fermer la porte doucement, et de marcher vers l'inconnu avec rien d'autre que sa dignité et la certitude que tu mérites mieux. Pas mieux au sens matériel, non. Mieux au sens humain. Un regard qui te voit. Une voix qui te respecte. Des mains qui te tiennent sans te posséder. Est-ce que je regrette? Parfois, tard le soir, quand l'appartement est trop silencieux et que les souvenirs reviennent comme des vagues sur un rivage, je regrette certaines choses. Je regrette les années perdues. Je regrette de ne pas avoir écouté mon père plus tôt. Je regrette la douceur de certains matins avec Nadia, avant que tout ne se gâte, ces matins où elle se blottissait contre moi et où le monde entier se résumait à nous deux dans un lit trop grand. Mais je ne regrette pas d'être parti. Pas une seconde. Parce que rester aurait signifié mourir à petit feu, mourir de l'intérieur, devenir une coquille vide dans un costume de marque, un fantôme souriant dans un salon de 240 mètres carrés. Et Nadia? Est-ce que je lui en veux? Étrangement, de moins en moins. Le temps a cette capacité miraculeuse de transformer la colère en compassion. Nadia est une femme abîmée par un père qui ne savait pas aimer, une femme qui a confondu le pouvoir avec la force et l'argent avec la sécurité. Elle m'a fait du mal, oui. Un mal profond, durable, qui laisse des traces que je porte encore. Mais elle ne l'a pas fait par cruauté pure. Elle l'a fait par ignorance. Par peur. Par cette incapacité tragique de certaines personnes à reconnaître l'amour quand il se présente sous une forme qui ne ressemble pas à ce qu'on leur a appris à valoriser. Cette histoire aurait pu arriver n'importe où. Pas seulement avenue Foch, pas seulement dans les milieux de la haute bourgeoisie parisienne. Elle aurait pu arriver dans un HLM de Sarcelles, dans un pavillon de banlieue, dans un appartement de province. Parce que le mépris n'a pas de classe sociale. La trahison n'a pas de code postal. Et la souffrance de celui qui n'est pas vu, de celui qui n'est pas respecté, de celui qui est réduit à sa fonction au lieu d'être aimé pour ce qu'il est, cette souffrance-là est universelle. Elle est la même à Neuilly qu'à Aubervilliers, la même dans un château de la Loire que dans un 2 pièces à Vincennes. Il suffit d'un instant pour que tout bascule. Un tintement de clé sur un comptoir de marbre. Un pas sur le palier. Une porte qui se ferme, doucement. Et de l'autre côté de cette porte, une vie qui attend, incertaine, effrayante, mais libre. Libre de l'humiliation. Libre du mensonge. Libre du ricanement de quelqu'un qui te dit « Je te donne une semaine sans moi » en pensant que tu es trop faible pour survivre. Je suis là, aujourd'hui, 4 ans plus tard. Debout. Vivant. Pas indemne, non, personne ne sort indemne d'une histoire comme celle-là. Mais debout. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que quelque chose dans cette histoire a résonné en toi. Peut-être que tu vis une situation similaire. Peut-être que tu connais quelqu'un qui la vit. Peut-être que tu es simplement curieux de savoir comment les gens survivent à leurs propres effondrements. Quelle que soit la raison, je te remercie d'avoir écouté. Et je te demande une chose, si tu as une histoire, si tu portes un poids, si tu as vécu quelque chose qui ressemble de près ou de loin à ce que je viens de te raconter, écris-la dans les commentaires. Pas pour le buzz, pas pour les vues. Pour toi. Pour poser les mots quelque part, pour les sortir de ta poitrine, pour les donner à l'air libre et voir s'ils pèsent un peu moins une fois écrits. Et si tu n'as pas d'histoire à raconter, tant mieux. Vraiment. Tant mieux. Mais abonne-toi quand même, parce que les histoires des autres nous apprennent toujours quelque chose sur nous-mêmes. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et prends soin de toi. Prends soin de ta dignité. C'est la seule chose que personne ne peut acheter, et la seule chose qui vaut vraiment la peine d'être défendue.